Au début des années 2000, les séries télévisées font face à plusieurs crises existentielles. Si ce n'est pas la première fois, la télé ayant un solide bagage historique de 60 piges, ces questionnements sont cette fois liés à des changements qui attaquent le média télévisé en lui-même. L'apparition d'Internet et les balbutiements du téléchargement illégal, bien que marginal à l'époque, commencent déjà à se développer en parallèle d'un vieux modèle économique. Mais plus encore, c'est une crise artistique que beaucoup de séries vont avoir à faire face, avec tout son lot de changements radicaux nécessaires. À la télévision, les séries doivent adopter un format épisodique, dans le sens où la situation initiale de chaque épisode doit être identique à la situation finale des mêmes épisodes. Ainsi, la série peut artificiellement continuer à l'infini car la prémisse sera toujours la même, peu importe à quel moment on prend la série. Si ce format présente de profonds avantages, il limite forcément l'exercice narratif à une durée courte et condensée, les épisodes ne dépassant rarement 25 minutes, la possibilité d'un développement plus long et d'histoires plus complexes sur la durée est tout simplement inimaginable. Mais comme je l'ai dit, ce format présente aussi ses qualités. Le problème n'est pas son existence, le problème c'est sa dominance sur le marché télévisuel, qui couplé à des impératifs économiques dictés par les chaînes de télé, devient parfois une véritable prison pour tous ceux qui travaillent dessus. Il faut se rendre à l'évidence, l'épisodique c'est beaucoup moins risqué que n'importe quel autre format, et s'il y a bien une chose que le capitalisme déteste, c'est le risque de perdre. Si plus récemment, on peut voir des séries épisodiques qui arrivent tout de même à développer une trame de fond, les exemples sont récents et sont justement des réactions à cette crise, cherchant des compromis et des évolutions au format. Les réelles exceptions, ce sont les séries des chaînes de télé câblées, disponibles sous abonnement. Par la sécurité économique que leur modèle propose, elles deviennent le terrain de jeu de nombreuses œuvres qui redéfiniront la vision qu'a le monde sur les séries télévisées. Breaking Bad, The Wire, Les Sopranos, et j'en passe. Ces œuvres adoptent des formats sériels, où la trame se suit sur de nombreux épisodes, voire saisons, et ne repose pas sur un status quo, mais sur une constante évolution. Chaque saison devient un arc narratif faisant partie d'un tout, avec un début, un milieu et une fin. En plus de ça, les œuvres se permettent des sujets et des traitements divers, dont certains seraient impossibles à retrouver sur des chaînes non câblées, abordant sans tabou la violence, le sexe, le pouvoir, et la liste est longue. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les chaînes de télé câblées sont tout aussi capitalistes que les autres, et ce n'est pas mon but de leur dresser un portrait paradisiaque. Mais par définition, leur modèle ne fait pas porter sur les créateurs et les créatrices la totale responsabilité de leurs recettes, du moins pas de façon directe. Tout cela mènera vers parmi les plus gros succès critiques de la période, avec un intérêt de plus en plus certain du public pour des séries adultes, à développement long et à la réalisation léchée. Pour résumer, on a donc deux modèles économiques qui s'opposent, un créant une crise artistique en faisant souffrir tous ceux qui y travaillent par sa recherche de profit, et un en plein essor, dont la plus grande sécurité financière permet la création d'œuvres plus audacieuses et sincères, moyennant une audience bien moins large. Tout ça alors qu'Internet est en train de s'étendre à tous les foyers année après année, et que le téléchargement se généralise peu à peu. Ce n'était évidemment qu'une question de temps avant que les choses se recoupent. Netflix, une plateforme d'abord de location de DVD, puis de VOD, prend de l'ampleur depuis le début des années 2000, pour arriver au début des années 2010 avec un très grand nombre d'abonnés et de métrages dans son catalogue. Mais le tournant de cette histoire se fait autour de 2011, où Netflix, riche et en pleine expansion, décide d'ajouter du contenu original à leur vidéothèque, du contenu produit par eux-mêmes, pour eux-mêmes, disponible seulement sur Netflix, qui commencerait à être diffusé pour durant 2013. Pour cela, ils font appel à David Fincher et sortent House of Cards, un drame politique dans la directe lignée des séries télévisées des chaînes câblées, sérielles, matures et à la réalisation très travaillée. Netflix enchaîne la même année avec Orange is the New Black, ainsi qu'avec l'annonce du contrat qui leur assure la production des séries Marvel Studios. Bref, un très bon départ. En plus d'être dans la directe lignée artistique des chaînes câblées, Netflix fait évoluer un peu plus le format sériel, en appliquant le principe de VOD propre à la plateforme. Les séries sortent par saison entière, et on peut ainsi les visionner sans avoir besoin d'attendre le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles immédiatement sur le service, le jour de la sortie de la saison, ce qui donne probablement encore plus l'impression d'être face à une fresque narrative s'étalant sur plusieurs heures, plutôt que devant une série d'épisodes qui se suivent, ce qui popularisera en même temps la pratique du binge-watch. La suite de l'histoire, vous la connaissez probablement. Netflix produit et s'accapare les unes après les autres un grand nombre d'œuvres audacieuses, et si la qualité est variable, quand un succès arrive sur Netflix, il est retentissant. La plateforme n'a à rougir face à personne et devient une référence en termes de création d'œuvres audiovisuelles, et ce, à l'international. Bref, tout le monde est content. Malgré toute cette histoire, je n'ai jamais pris Netflix pour moi. Si certaines œuvres m'intéressaient, jamais une ne m'a motivé à elle seule à prendre le service, et leur nombre était trop peu large pour que la multitude me fasse envie. À vrai dire, parmi toutes les œuvres dont j'ai entendu parler, seules deux m'ont réellement fait regretter à long terme de ne pas avoir payé, et quand je me tournais vers le téléchargement, seule l'une des deux était disponible. L'autre, pour des raisons inconnues, restait absolument exclusive à la plateforme. Je suis un spectateur lent, surtout de séries. Il m'arrive souvent d'en abandonner, ou bien de remettre à plus tard mon visionnage pendant des semaines et des semaines. Ajouter la grande difficulté à simplement en commencer une, et il en résulte un maigre nombre d'œuvres à mon actif, ne faisant que confirmer le manque de nécessité à prendre le service. Ce n'est que l'année dernière, grâce à la générosité d'une amie proche, que j'ai pu enfin profiter à mon rythme du service de VOD. Les fameuses deux séries que je citais tout à l'heure étaient House of Cards, que j'ai trouvé somme toute sympathique et qu'aujourd'hui je visionne encore à mon rythme habituel, et dont j'avais trouvé les premiers épisodes en téléchargement. La deuxième est une histoire d'un tout autre genre. C'est à vrai dire la première œuvre sur laquelle je me suis jeté sur la plateforme, la seule série à l'heure actuelle que j'ai réellement binge-watché, saison après saison, épisode après épisode, sans me rendre compte du temps que j'y investissais. Et c'est aussi probablement l'une des œuvres qui m'a le plus marqué dans ma vie, et dont les personnages, les messages, l'écriture, la trame et les thèmes resteront très certainement à jamais gravés dans ma mémoire, jusqu'à peut-être influencer ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai dans le futur. Cette série,
c'était BoJack Horseman. Salut à tous, c'est Arcade qui vous parle. Du haut de ces 5 saisons, dont toutes, à l'exception de la première, ont obtenu un succès critique quasi complet, BoJack Horseman semble charmer tous ceux qui la visionnent, avec une prémisse finalement aussi intrigante que banale, si vous me pardonnez le mot. La série nous montre un ancien acteur de sitcom à succès des années 90 vivre sa vie et tenter tant bien que mal de trouver le bonheur, alors qu'il est atteint d'une sévère dépression. Tout ça, dans un monde où des animaux anthropomorphisés vivent aux côtés des humains, sans distinction. Et voilà, si cette prémisse peut intéresser par son côté loufoque et proche du réel, c'est bien la compétence des personnes qui travaillent dessus qui charmera les millions de spectateurs qui attendent aujourd'hui la prochaine saison. Outre des moments de comédie fabuleusement écrits, tapant tantôt dans la satire acerbe et tantôt dans l'absurde maîtrisé, allant toujours de plus en plus loin à mesure des saisons, et des personnages et des situations du même acabit, étonnamment, là où la série impressionne le plus et excelle de mon point de vue, c'est dans son rapport au réel sous toutes ses formes. Là où des séries comme Rick et Morty, à qui BoJack est souvent comparé, et souvent à raison, qui parlent du réel et de la vie à une échelle universelle pour la vider de son sens et en tirer un nihilisme froid et irrémédiable, BoJack adopte une échelle proche et diablement humaine pour parler de l'existence du point de vue de ceux qui la subissent. Et oui, je dis bien subir, car selon la philosophie de la série, qui découle directement des mots de son créateur, Raphaël Bob Waksberg, exister est une chose difficile. Le rapport au réel de BoJack Horseman est d'abord formel. Si les animaux anthropomorphisés et d'autres fantaisies trahissent la facticité du décor présenté, la plastique, les dates et les événements représentés ont un écho certain au réel. En fait, BoJack Horseman est la définition exacte d'une parodie, un mot utilisé un peu partout, mais qui est ici dans sa définition la plus pure. Une parodie est un détournement d'une œuvre originale pour y créer de la comédie, et par ce biais, délivrer une critique acerbe de l'œuvre parodiée. BoJack Horseman est une parodie particulièrement critique, dont l'œuvre originale est tout simplement notre réalité. L'exemple parfait, c'est le dé de Hollywood, que BoJack vole à la ville durant la première saison, faisant qu'à partir de cet épisode, tous les personnages se référeront à la ville, en disant Hollywood, un parfait exemple de frontière floue entre réel et fiction. BoJack Horseman est cependant plus qu'une parodie, et je dirais même que la série devient réellement incroyable dans ses moments non humoristiques, purement émotionnels, souvent dramatiques, où la parodie se transforme en clair commentaire sur notre propre réalité. BoJack Horseman prend le réel et décide de le philosopher. Les animaux anthropomorphisés font penser à un conte, et c'est bien dans ses thèmes et ses messages que la série propose un rapport à la réalité quasi fusionnel, tellement les personnages et leurs émotions sont humaines, empathiques et terriblement réelles. BoJack Horseman se sert de la réalité comme un ressort narratif, se servant de la différence intrinsèque entre la fiction et le réel. Là où le réel n'a pas de sens, est aléatoire et complètement illogique, nous l'acceptons car il existe et c'est tout. Nous n'avons pas de voix au chapitre. La fiction, elle, se doit d'avoir du sens, pour être satisfaisante et se ressentir comme une histoire qui se tient. En faisant ressortir le réel à des moments où les règles narratives nous auraient mené vers des résolutions satisfaisantes, ou au contraire en usant de techniques narratives à d'autres moments décisifs, BoJack Horseman devient une série à la fois imprévisible et incroyablement touchante, car l'aléatoire est très proche de nous. Princesse Caroline est une leçon de ce principe. Probablement le personnage le plus motivé et travailleur de la série, elle semble pourtant condamnée à toujours échouer, ou par sa propre faute, ou par un coup du destin. Peu importe à quel point elle croit et travaille vers ce qu'elle veut. L'autre exemple fort de la série est le rapport entre BoJack et Secrétariat, un cheval de course et idole d'enfance de BoJack que celui-ci rêve d'interpréter dans un biopic lui étant consacré. Le rêve d'une vie qui ne s'avère pas être satisfaisant quand il finit par être réalité, car même en atteignant ses rêves, BoJack ne change pas et reste en dépression. You're a millionaire movie star with a girlfriend who loves you, acting in your dream movie. What more do you want? What else could the universe possibly owe you? I want to feel good about myself. Le jeu constant entre réel et fiction se ressent bien évidemment aussi dans l'humour de la série, et plus généralement dans toute son écriture, que ce soit pour brutalement remettre du réel dans une situation absurde, ou au contraire assumer pleinement l'absurde du réel. Mais c'est dans les thèmes abordés au travers de cet humour, ou bien par les moments d'émotion cités plus tôt, que BoJack Horseman affirme son véritable rapport au réel. Si beaucoup de thèmes, généralement liés à un ou plusieurs épisodes, sont actuels ou bien polémiques, c'est bien ceux du sens de la vie, de la recherche du bonheur et du fait d'exister que la série possède dans ses tripes les plus profondes, et qui sont développés en fil rouge dans absolument tous les épisodes de la série. Pour parler de ces thèmes, BoJack se donne 5 personnages principaux, représentant tous une variation sur le thème de l'existence et de la façon de vivre sa vie, avec BoJack et Diane dans le coin pessimiste, Peanut Butter et Todd dans les optimistes, et Princesse Caroline quelque part entre les deux. BoJack est la personnification du malheur de vivre. Si le bonheur semble être son but, la série nous le montre plus essayer de se distraire de son propre malheur que d'essayer de le dissiper. Plus qu'une simple variante, BoJack est le plus complexe de tous les personnages, à la fois conscient de ses propres démons, mais incapable de reconnaître les actions qui lui font faire. C'est sa complexité et le caractère extrême de sa condition d'existence, une sévère dépression, qui en fait le personnage principal.
À l'exception de Princesse Caroline, les personnages principaux marchent par symétrie. Todd, par exemple, est le reflet de Bojack. C'est un optimiste qui ne semble pas conscient de sa propre condition. Peanut Butter et Diane sont eux les deux faces d'une même pièce. Les deux sont conscients du monde qui les entoure. D'ailleurs, une grande part des messages de la série seront directement donnés par Diane. Mais là où Monsieur Peanut Butter arrive à faire abstraction du malheur et semble heureux et insouciant, Diane, elle, n'arrive tout simplement pas à trouver le bonheur. Quant à Princesse Caroline, eh bien j'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt la variation thématique que représente son personnage, et son statut d'entre-deux fait que les autres personnages vont souvent devoir compter sur elle. Hey, you want to know what I do when I have a really bad, awful, terrible day? What? I imagine my great-great-great-granddaughter in the future talking to her class about me. I think about how everything's going to work out, because how else could she tell people? But it's fake. Yeah, well, it makes me feel better. Chacun de ces personnages représente une manière de vivre sa vie, d'exister, et chacun présente des avantages et des inconvénients, et nous donne des indices sur la réponse à la question que pose la série. Est-il possible d'être heureux quand l'existence est si difficile? Ou plus simplement, comment exister? Surtout dans une série qui semble constamment refuser le fait d'être heureux à tous ses personnages. Jesus, you're right. Even when I was above ground, I wasn't satisfied. Oh my God, I'm the problem. Whoa! What the? Why can't I be happy? Am I busted? No. I am. I'm a pit. I'm a pit that good things fall into. En termes d'écriture, une technique efficace et récurrente pour créer un héros et des personnages crédibles et intéressants consiste à leur donner à tous, et plus particulièrement aux héros, plusieurs faiblesses importantes et un besoin moral qui permettra, une fois résolu à la fin de l'histoire, de créer la satisfaction et une idée de sens. La résolution de cette faiblesse passe par une prise de conscience. Ce que le héros pensait être la solution à sa faiblesse pendant toute l'histoire était en fait un leurre, et il découvre alors la véritable façon de vivre sa vie. BoJack Horseman, lui, possède un nombre incalculable de faiblesses, un besoin moral de trouver le bonheur, et se lance lui aussi dans des causes qui ne le mèneront à rien. Mais là où tout ça devient atypique, c'est que si BoJack semble avoir eu une leçon à chaque saison suivante nous resserre un BoJack toujours aussi dépressif et perdu, semblant ne jamais pouvoir trouver le bonheur tant attendu par tous ceux qui suivent la série. À tel point que certaines critiques commencent justement à pointer le bout de leur plume, reprochant à la série de toujours faire revenir BoJack au point mort de sa dépression, à chaque début de saison, alors que le final de la dernière nous promettait du changement. Mais c'est en regardant la 5e saison de la série, la dernière sortie en date à l'heure où j'écris ces mots, que je me suis posé cette question. BoJack a-t-il évolué? Et peu importe la réponse, qu'est-ce que cela signifie vis-à-vis du message de la série sur l'existence humaine, et plus généralement, sur le réel? Do you think it's too late for me? What? I mean, am I just doomed to be the person that I am? The person in that book? I mean, it's not too late for me, is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that it's not too late. BoJack, I need you to tell me that I'm a good person. Cette question, j'y ai répondu en regardant l'épisode 6 de la saison 5, intitulé « Le churro gratuit ». L'épisode nous montre BoJack faire l'éloge funèbre pour l'enterrement de sa mère pendant un peu plus de 20 minutes sans aucune interruption. La quasi-totalité de l'épisode consiste en ce simple discours. L'épisode a été remarqué pour le risque que présente sa prémisse et la virtuosité avec laquelle elle a été menée, car je vous l'avoue, l'épisode est à ce jour, et de mon point de vue, le meilleur de la série. Tout, de la gestion du monologue au contexte de la scène, à l'idée de ne jamais montrer le public à qui s'adresse BoJack et à ce que nous dit l'épisode sur le personnage, j'ai trouvé cet épisode tellement excellent que je pense même en faire un jour une analyse complète point par point, juste pour décomposer à quel point son écriture y est chirurgicale. Mais bon, après, à voir si ça vous tente. Mais bref, si je parle de cet épisode ici, c'est parce qu'il aborde lui-même les réponses aux questions que l'on se posait, et délivre très clairement les points de vue de la série sur l'existence. You can't have happy endings in sitcoms, not really, because if everyone's happy, the show would be over. And above all else, the show has to keep going. There's always more show. And you can call horsing around dumb or bad or unrealistic, but there's nothing more realistic than that. You never get a happy ending, because there's always more show. I guess until there isn't. Ce refus de la happy end fait écho à ce qu'a appris BoJack dans la toute première saison, dans son ultime rencontre avec son ancien associé, Herb Kazaz. I'm not going to give you closure. You don't get that. You have to live with the shitty thing you did for the rest of your life. You have to know that it's never, ever going to be okay. I really think that we'd both feel better if we I'm dying. I'm not going to feel better. And I'm not going to be your prop so you can feel better. Tout cela est très méta, et il arrive plusieurs fois dans la saison 5 que les personnages parlent de séries intradigétiques comme une sorte de porte-parole des scénaristes qui s'en servent pour parler de la série BoJack Horseman et de ses messages. BoJack ici remet en cause la présence même de bonheur comme sens de la vie. Comme une sitcom qui ne s'arrêterait jamais, la vie ne peut pas avoir de happy ending, car peu importe à quel point on est heureux, elle continuera, et donc finira par ne plus être aussi heureuse. Seule la mort peut la faire s'arrêter, et dans tous les cas, ce n'est pas l'atteinte du bonheur qui la provoquera. En gros, la vie ne peut pas avoir ce que Herb Kazaz appelle « closure ».
BoJack présente ici une vision de la vie comme une série de hauts et de bas qui n'atteindra jamais de dénouement, car les dénouements, ce sont les happy endings, les fins scénaristiques qui résolvent tous les problèmes et ainsi empêchent la possibilité de faire continuer le spectacle. Mais BoJack Horseman, c'est la vraie vie, et la vie ne s'arrête pas, le spectacle doit toujours continuer. La réponse ainsi devient claire. Est-ce que BoJack a évolué? Bien sûr, mais est-ce que ça l'a rendu plus heureux? Eh bien tragiquement, non. Tout cela semble donner à BoJack Horseman un air profondément triste et fataliste, mais j'en pense tout le contraire. À vrai dire, pour moi, BoJack Horseman est l'une des séries les plus positives et essentielles de notre temps, justement parce que ce qu'elle fait, c'est un portrait qui fusionne avec le réel, et derrière la grande tartine de tristesse et de désespoir que présente la série, il s'y trouve des éléments tout simplement salvateurs. En réalité, il y a deux façons de voir l'extrait du churro gratuit, celle qui interprète la série comme une œuvre nihiliste au plus haut point, qui considère que la recherche même du bonheur est un mensonge, et je considérerais ça comme une analyse de surface, ou bien celle qui considère que la vérité dans cette histoire, c'est que BoJack, depuis le début, n'a tout simplement pas la bonne définition du bonheur et le cherche ainsi de la mauvaise façon. Il n'a pas la bonne façon d'exister. I don't understand how people live. It's amazing to me that people wake up every morning and say, "Yeah, another day, let's do it." How do people do it? I don't know how. BoJack cherche la satisfaction absolue, la happy ending, car sa vision du bonheur est entièrement influencée par la fiction. Mais BoJack Horseman n'est pas dans une fiction, il est dans le monde réel, et Raphaël Bob Waksberg statue clairement que dans le monde réel, il n'y a pas de happy ending, car la vie continue. Ce que cela veut vraiment dire, c'est qu'on finira toujours par perdre, pour recommencer à chercher le bonheur. Et puis encore perdre. Chaque essai sera peut-être plus mature ou différent, mais on finira toujours par perdre. Peu importe à quel point on a réussi à être heureux. BoJack, when you get sad, you run. Straight ahead, and you keep running forward no matter what. There are people in your life who are going to try to hold you back, slow you down, but you don't let them. Don't you stop running, and don't you ever look behind you. There's nothing for you behind you. All that exists is what's ahead. Bon, maintenant il est encore plus difficile de voir le positif dans tout ça, mais avant de dire où est le positif, je vais faire un petit détour. En fait, cette philosophie de BoJack, le fait de perdre et de perdre et de perdre encore et encore, peu importe à quel point on est allé loin, me fait penser à quelque chose de très différent, le Die and Retry. Ce genre de jeu, difficile parfois jusqu'à en être simplement impossible, est centré autour de la notion d'échec. La mort, l'échec, fait partie intégrante de l'expérience et sert d'apprentissage. Chaque mort est une défaite et une perte, mais après chaque perte, on est alors en possession de plus d'informations pour avancer, pour réessayer. Et même si on échouera parfois à des choses que l'on a réussi par le passé, ou même si on brûle les étapes, voilà, on finira toujours par perdre. Car sinon, il n'y a plus de jeu. Tout le sens de ces jeux est autour de la notion de perdre et de réessayer, pour surmonter chaque obstacle, chaque haut et chaque bas. La fin du jeu serait alors une sorte de mort du jeu, un écho à la mort du réel. On a perdu et on a réessayé, jusqu'à ce qu'éventuellement on finisse par ne plus pouvoir le faire, parce qu'il n'y a juste plus rien, plus d'obstacles. C'est fini. Et s'il est facile pour le joueur ou la joueuse de le voir comme une ultime victoire, en réalité, le jeu est simplement fini. Il n'a plus d'autre façon de perdre à proposer. La notion de perdre et de réessayer résonne alors étonnamment avec l'existence de BoJack Horseman, comme si les deux se répondaient et nourrissaient leur propre philosophie. Les deux semblent se détacher du réel, et pourtant en être une des plus fidèles représentations. It gets easier. Huh? Every day it gets a little easier. Yeah? But you gotta do it every day. That's the hard part. But it does get easier. Okay. Si à chaque saison, BoJack peut comprendre une leçon ou gagner quelque chose, c'est toujours au prix d'une autre. À chaque saison, BoJack perd. Il perd symboliquement son ami Apkazaz, touché par un cancer en saison 1. En saison 2, il perd dramatiquement sa relation fantasmée et son amitié avec Charlotte. En saison 3, il fait directement face à la mort avec la perte de Sarah Lynn. Et à la saison 4, il perd symboliquement sa mère, atteinte d'une forme d'Alzheimer. Si chaque saison propose une perte forte dans la vie de BoJack, il a cependant toujours les opportunités pour recommencer et se remettre, que ce soit des opportunités de travail ou bien des nouvelles relations plus saines. La saison 5, quant à elle, marque l'évolution de BoJack, car il évite de perdre l'une des choses les plus importantes dans son équilibre, son amitié avec Diane, qu'il arrive à préserver grâce à un dernier éclair de lucidité. Et en plus de ça, il gagne la possibilité de se libérer de sa toxicomanie. Et même si la fin de cette saison est globalement positive, il est évident que si BoJack revient en saison 6, il fera à nouveau face au fait de perdre, face au caractère éphémère du bonheur. Mais il aura toujours des moyens de recommencer. Perdre et recommencer. En fait, le problème de BoJack, c'est de considérer qu'à cause du caractère éphémère du bonheur dans sa définition fictionnelle, une existence heureuse est alors impossible. Mais si le bonheur est éphémère par la persistance de l'existence, le malheur l'est alors aussi, automatiquement. Pour tout gain, pour tout bon moment, il y aura toujours une perte. Mais pour toute perte, pour tout malheur,
il y aura inévitablement un gain. Exister et trouver le véritable bonheur, c'est être alors conscient du caractère persistant et variable du bonheur et du malheur, afin de se tirer des moments les plus durs et réellement profiter des moments les plus heureux. La série pourrait alors continuer encore des saisons et des saisons, car la happy ending n'arriverait jamais, car ce n'est pas comme ça que l'on existe. Ce n'est pas le réel. BoJack Horseman n'est pas dans une série télévisée. BoJack Horseman est dans le réel. Et le réel de BoJack Horseman, qui est finalement aussi quelque part le nôtre, c'est perdre et recommencer. Peu importe à quel point on a été heureux à un moment donné, on finira toujours par perdre. Mais inversement, et de façon beaucoup plus importante, peu importe à quel point on est malheureux, on finira toujours par gagner. Et c'est pour ça que BoJack Horseman est l'une des séries les plus positives qui existent. Le malheur et le bonheur s'annulent, ils sont tous les deux les faces d'une même pièce, que l'existence lance sans cesse. L'important est alors de répondre au bonheur et au malheur de la bonne façon à chaque fois. Et comme ils s'annulent, alors on peut presque les retirer, ils ne sont finalement pas si importants que ça, car toujours variables. Ce qu'il reste, c'est alors la constante, la véritable façon d'exister, l'essence même du réel de BoJack Horseman, du réel tout court, le sens de la vie. Recommencer.